sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Assassinat de la petite Anta Ndiaye. Les présumés assassins mis aux arrêts. Il s'agit de la voisine de la victime et de son compagnon. Ils sont poursuivis pour meurtre et complicité de meurtre. À 48 heures de l'Eid el-Fitr, c'est la grande inquiétude chez les producteurs d'oignons dans le département de Louga. En raison du mauvais écoulement de leur production, ils sont contraints à bazarder le prix du kilogramme d'oignons. Une démarche risquée pour ces horticulteurs qui ont contracté de nombreux prêts à la banque. La fête de Korité, c'est aussi une occasion saisie par de nombreux vendeurs pour faire des promotions en baissant le prix de leurs articles. Une mesure destinée à séduire plus de clients, mais problème, ces derniers se font rares cette année. Nous irons au marché HLM faire le point. Et puis après 4 ans de fermeture, la mosquée Blanchot de nouveau prête à accueillir des fidèles. L'édifice réhabilité à hauteur de 4 milliards a refusé du monde ce vendredi. Et parmi ses innombrables hôtes, le chef de l'État Macky Sall qui a assisté à la prière. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec ce drame qui a ému tout un peuple, le meurtre de la petite Anta Ndiaye âgée juste de 8 ans. La voisine de la victime ainsi que son compagnon ont été mis aux arrêts. Ils sont poursuivis pour meurtre et complicité de meurtre. Le point, c'est avec Abdou Diouf Diagne. Les deux présumés auteurs du meurtre d'Anta Ndiaye ont été déférés au parquet ce matin. La fille de 13 ans, voisine de la victime, et son amant de 17 ans sont poursuivis pour meurtre et complicité de meurtre. La fille aurait agi par peur d'être dénoncée par la petite Anta qui l'aurait surpris en train d'entretenir des relations intimes avec son amant. La jeune fille de 13 ans a été la première à s'en prendre à la victime en la bousculant sur le mur du bâtiment en construction avant que son copain ne l'étrangle à mort. Ce drame a tenu en haleine toute la communauté et ému l'opinion nationale. Une marche a été organisée à par les populations pour montrer leur indignation et demander plus de sécurité avec l'érection d'un poste de police dans la zone de Guinaw Rail où a eu lieu le drame. Parlons à présent de la reprise des face-à-face entre le gouvernement et la presse. Selon le docteur Mamadou Djouma Diallo, docteur en communication et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, eh bien, cette nouvelle forme de communication du gouvernement est une bonne chose pour le pays. Toutefois, il s'agit d'un couteau à double tranchant dans la mesure où il peut avoir un impact négatif sur l'exécutif, notamment en cas de lenteur notée dans les projets entamé. Nous l'écoutons au micro de Ousseynou Diop. Tout d'abord, il faut se réjouir de la reprise de cet exercice de communication gouvernementale qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la communication politique. Et la communication politique, c'est informer, mais c'est aussi surtout et avant tout donner de la lisibilité et de la visibilité. De la lisibilité sur ce qui a été fait, sur ce qui est en train d'être fait, pour expliquer les décisions qui ont été prises. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une démocratie, mais aussi donner de la visibilité par rapport à des échéanciers, par rapport à un calendrier, par rapport à des livrables. Mais dans cet exercice-là aussi, je pense qu'il nous faut éviter deux écueils, deux problèmes majeurs. Il ne faut pas que ça soit une tribune qui est instrumentalisée, tout simplement. Voilà, je pense que c'est important aussi d'insister là-dessus. Et l'autre écueil aussi qu'il nous faut éviter, il ne faut pas être dans une logique de communication, cette obsession de la communication performante, où à chaque fois que le ministre répond, il faut qu'on ait le porte-parole du gouvernement qui revient derrière pour insister. Cette obsession-là, je pense, elle n'est absolument pas utile. Nous sommes dans le cadre d'une communication publique. Nous ne sommes pas dans une communication politique. Il faudrait donc éviter de tomber dans ce piège-là qui pourrait fausser l'esprit de cet exercice qui me semble important et qui me semble en tout cas noble dans le cadre dans une démocratie. Je vous l'annonçais en titre, la grande mosquée située à la rue Blanchot, très petite ce vendredi pour contenir les milliers de fidèles qui ont assisté à la prière du dernier vendredi du mois béni. 4 ans après sa fermeture, elle a été réhabilitée à hauteur de plus d'1 milliard au grand bonheur des musulmans. La grande mosquée est construite sur 2 étages avec une capacité de 6500 personnes. La prière d'aujourd'hui s'est effectuée en présence du chef de l'État Macky Sall, Pape Faraning. C'est un vendredi pas comme les autres. Le tout dernier de ce mois de Ramadan, il coïncide à la réouverture de la grande mosquée de la rue Blanchot, située en plein cœur de Dakar,
Le lieu de culte construit en 1907 a été trop petit pour accueillir les milliers de fidèles, parmi eux le président de la République. Cette mosquée, construite sur 2 étages, est classée patrimoine classé parce que, faisant partie des lieux mythiques de Dakar, elle garde toujours son architecture malgré la réhabilitation de plus d'1 milliard de francs CFA au grand bonheur des fidèles. C'est une fierté pour nous Dakarois, parce qu'on est resté 4 ans à prier au niveau de la Zawiya. Et actuellement, avec cette réhabilitation de la mosquée, tous les fidèles de Dakar sont contents. Moi, je suis né ici au plateau, grandi au plateau. J'ai toujours prié ici, mais là, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. La mosquée Blanchot a fait peau neuve. Elle est passée d'une capacité d'accueil de 3 500 à 6 500 personnes grâce à l'extension de sa surface de 2 405 m² à 4 391 m², dont 527 m² pour les femmes. Vraiment, c'est extraordinaire à l'intérieur. C'est climatisé. Les maquettes sont tout neufs et même avant c'était un premier étage. Actuellement, on a élevé jusqu'à 2e étage. Rafet Nayanjana, Darjay Muhammad Rasulullah. Mutumbek ajjum waaw bu baax ba bëgg dee nag ñi ciy sant Yàlla rek di ñaan nan. Une mosquée ancienne, hein, mais qui a été retapée, mais dans la modernité, hein. Donc la lance est là, hein, c'est ce que nous avions connu avant, hein, que nous vivons aujourd'hui. Les travaux ont duré 4 ans. C'est dans le cadre du programme de la réhabilitation des sites historiques initié par le chef de l'État. Macky Sall s'est rendu à la mosquée à pied, a été acclamé par les fidèles. Allez, dans un peu plus de 48 heures, nous fêtons l'Eid el-Fitr, une occasion pour de nombreux vendeurs de faire des soldes ou des promotions, c'est selon, histoire de séduire plus de consommateurs, quelle que soit la bourse de ces derniers. Mais problème, cette année, contre toute attente, ces clients se font de plus en plus rares, ce qui devient un vrai casse-tête pour les vendeurs. Un petit tour au marché des HLM avec Mariam Ndiaye et Jafar Abba. Marché HLM, à l'heure de pointe. Malgré les embouteillages et les soldes, ce n'est pas encore le grand rush. Pourtant, il ne reste que 2 à 3 jours d'ici la Korité. Même le vendeur de rideaux a baissé ses prix pour attirer plus de clients. Nous faisons les soldes parce que les temps sont durs. Notre souhait est que chacun en profite. Cette dame, venue profiter des soldes, déplore le manque d'argent. Les prix sont abordables. Je cherche des tissus et des chaussures pour les enfants. Mais il n'y a pas d'argent. C'est très dur. Mais nous comprenons les clients. Nous faisons les soldes, mais nous ne pouvons pas brader nos marchandises. La cherté des étals n'arrange pas non plus les choses. Certains doivent débourser jusqu'à 300 000 francs pour bénéficier d'un espace où déposer leurs marchandises. En plus, les prix des étals sont trop chers. Nous avons mis toutes nos économies dedans. Il faut que la mairie fasse des efforts. Nous payons jusqu'à 300 000 francs. Et c'est trop cher. Les préparatifs de la fête de Korité vont bon train et selon les vendeurs retrouvés au marché HLM, malgré les soldes et l'animation, les clients ne viennent que peu à peu. Toutefois, ils espèrent plus de ventes avant le jour J. Et je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, à quelques 48 heures de la fête de la Korité. C'est la grande inquiétude chez les producteurs d'oignons de Potou dans le département de Louga. En effet, depuis le démarrage de la campagne de commercialisation, ces derniers n'arrivent pas à écouler leur récolte. À l'heure actuelle, le prix du kilogramme d'oignons est bazardé à 150 francs au lieu des 250 francs prévus. Cette situation inquiète naturellement les horticulteurs qui ont contracté de nombreux prêts à la banque Tchernofal. Nous sommes au niveau de la plateforme de stockage de Potou où se trouve un stock de plusieurs tonnes d'oignons en souffrance faute d'acheteurs. Comme vous pouvez le constater, toute la production est stockée ici et nous ne savons pas comment faire pour l'écouler. Partout le fesse.
Actuellement, tous les marchés sont inondés d'oignons. Partout, la situation est la même. Ces producteurs qui vivent aujourd'hui des moments très difficiles sont obligés de brader l'oignon à 125 francs le kilogramme. Le prix conseillé a été fixé par l'ARM à 275 francs le kilogramme, mais aujourd'hui, on ne peut même pas avoir 125 francs. Face à cette situation, ces horticulteurs qui ont peur de ne pas pouvoir honorer leurs engagements auprès des banques demandent de l'aide à l'État du Sénégal, plus particulièrement au président Macky Sall. L'année dernière, nous n'avons pas pu respecter nos engagements auprès des banques et cette année aussi, nous risquons de revivre la même situation car jusqu'à présent, nous vendons à perte. Carotte 1000 francs. Saako supame ñetti téeméer xam nga loolu fi la jafe-jafe mën a yam. Nous demandons à l'État de nous aider et la meilleure façon est de venir acheter toute la production. Ici à Potou, un stock important d'oignons se trouve entre les mains des producteurs qui ne savent pas comment faire pour l'écouler. Et presque partout dans les zones de production, la situation est la même. La République islamique d'Iran a commémoré la journée internationale de Quds en soutien à la cause palestinienne célébrée le dernier vendredi du mois de Ramadan. Cette journée entame une nouvelle phase de solidarité avec le peuple palestinien victime d'agression. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mohammad Reza Désiri, est revenu sur le sens et l'utilité de cette commémoration au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. On exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et contre les agressions et les atrocités du régime zioniste. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis ici. Vous savez que la République islamique d'Iran a présenté son plan pour la Palestine, c'est-à-dire que les réfugiés palestiniens doivent retourner dans leur pays d'origine pour avoir une sorte de référendum avec la participation des juifs, des chrétiens et des musulmans, et ils vont déterminer leur propre destin selon le droit des peuples à l'autodétermination. L'Iran toujours continue à soutenir le peuple palestinien et la cause palestinienne, et nous sommes d'avis que beaucoup de martyrs ont été tombés à cause des atrocités du régime zioniste. Parmi eux, le général Qassem Soleimani qui a été martyr de Quds. De ce fait, nous voudrions célébrer ce jour béni pour soutenir la liberté d'Al-Quds. L'Iran toujours continue à soutenir le peuple palestinien et la cause palestinienne, et nous sommes d'avis que beaucoup de martyrs ont été tombés à cause des actes. Allez, parlons santé à présent avec l'Agence de la couverture maladie universelle qui s'attaque aux lenteurs notées dans ses dossiers de remboursement. Elle vient de créer des points CMU pour justement exercer un contrôle plus strict et accélérer les procédures. Ces points serviront également de bureau d'information sur la CMU afin de mieux encadrer les inscriptions et afin de pousser davantage les usagers à utiliser justement la couverture maladie universelle. Nous écoutons le directeur général de la CMU. Il est au micro de Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. Et parmi les nouveautés, comme vous l'avez demandé, c'est la mise en place des bureaux CMU.
Comme vous le savez, il y a une asymétrie d'information entre les prestataires de soins et les mutualistes, de sorte que c'est très difficile de contrôler les factures. A priori, les mutualistes consommaient pratiquement tout ce qu'on leur donnait. De la même manière, au niveau de l'agence aussi, les Sénégalais qui sont des cibles des 0,5 ans, le sésame, la dialyse, se réveillaient, allaient à l'hôpital et puis on nous a envoyé la facture a posteriori. Cette fois, nous avons pensé que c'était important de travailler cela et nous avons, avec nos autorités ministérielles, mis en place un arrêté. Un arrêté qui permet de mettre en place ces bureaux CMU qui vont servir à quoi? Au contrôle a priori. C'est-à-dire la gestion des lettres de garantie, la gestion du parcours du patient, etc., doit maintenant revient en tout cas à ces bureaux CMI qu'on va confier plus ou moins aux mutuelles. C'est une très bonne initiative, c'est une innovation majeure qui va apporter beaucoup de changements et nous l'espérons, il y aura beaucoup d'économies, en tout cas qui vont se faire au bénéfice des populations sénégalaises. Il y a un appui financier qui l'accompagne. Nous savons que ce n'est pas suffisant, mais pour l'Union nationale, nous avons décidé annuellement de donner une subvention de 20 millions. Et puis pour les autres unions régionales, chaque union 2 millions. Donc cela leur permettra de tenir de temps en temps leurs réunions de suivi. Et puis, le saviez-vous, plus de 155 milliards de francs CFA sont perdus par l'Afrique de l'Ouest chaque année dans le secteur de la pêche. La CEDEAO et la FAO dénoncent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les deux institutions invitent les pays de l'Afrique de l'Ouest à mutualiser leurs efforts pour combattre ce fléau. Elles viennent justement d'organiser un atelier de 2 jours à Saly. Compte rendu signé Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. L'Afrique de l'Ouest perd plus de 155 milliards de francs CFA par an à cause de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, selon la CEDEAO et la FAO. Il y a des estimations qui disent qu'à peu près 2,5 milliards de dollars sont perdus par les pays à cause de cette pêche illicite non déclarée, non réglementée. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est peut-être le budget de plusieurs pays de la CEDEAO réunis ensemble. Cette perte énorme a poussé ces deux institutions à réfléchir sur les mesures à prendre pour protéger l'économie maritime. La FAO et la CEDEAO invitent les États à harmoniser leur politique dans le secteur de la pêche. Et nous avons pensé que si on veut rester simplement à l'échelle nationale, on ne va pas y arriver. Il faut communautaliser les moyens et donc à travers la CEDEAO, qui est un organe économique, la FAO a apporté d'abord son soutien dans le cadre d'un projet de coopération technique financé à partir des propres ressources de l'organisation pour au moins essayer de regarder de plus près ce fléau. Quels sont les véritables enjeux et comment faut-il en venir à bout? Il faut rappeler que la pêche en Afrique de l'Ouest est un aspect économique, social, mais aussi culturel. 4,4 milliards de dollars, c'est le chiffre record issu des levées de fonds de la 18e édition de la conférence de l'AFCA. L'AFCA, c'est l'Association africaine du capital investissement et du capital risque. La conférence s'est tenue du 26 au 29 avril à Dakar. Elle a enregistré la participation de 500 investisseurs venus des 5 continents. La directrice des études économiques de l'AFCA, Madame Nadia Kwasi Koulibaly, nous en parle avec plus de détails. Ces propos sont recueillis par nos confrères d'IGFM. Ces signes qui sont des signes positifs en fait pour l'industrie, puisqu'ils témoignent donc de la maturation du marché et également de la confiance que les investisseurs ont dans le continent, sans quand même à relativiser, puisqu'il y a encore beaucoup de challenges qui restent sur le continent. Et donc la conférence a été l'occasion pour les investisseurs et les acteurs du marché d'aborder ces thèmes-là, et notamment si on doit en tirer, je dirais, 3 principaux thèmes ont été donc comment attirer davantage d'investisseurs internationaux sur le continent. Donc c'est le premier point, ce sera le travail de l'AFCA et des acteurs du capital investissement pour les 20 prochaines années à venir. Donc comment attirer davantage d'investisseurs internationaux, mais non pas seulement les investisseurs internationaux, mais aussi nous avons besoin des capitaux des investisseurs locaux, donc africains, puisqu'ils sont fondamentalement déterminants pour le développement économique de l'industrie. Deuxième point que je voudrais ajouter, ce serait effectivement d'intégrer la
la volonté croissante des investisseurs d'intégrer différentes stratégies d'investissement, donc élargir le scope d'investissement aux ventures, donc dont on a vu la progression récemment, et aussi aux stratégies d'infrastructure, parce qu'on sait que le continent a un besoin fondamental de capitaux pour investir vers cette destination. Allez, parlons culture à présent. La journée de commémoration de résistance face à l'esclavage, un grand événement dans l'agenda du projet du mémorial de Gorée, ce lieu qui devrait abriter d'ailleurs le Centre international des mémoires. Il s'agit à travers cette initiative bien de conscientiser l'opinion publique sur cette tragédie qui est la traite négrière. Le mémorial de Gorée a saisi l'occasion pour partager ces moments historiques avec la jeunesse. Ibou Diouf. Le mémorial de Gorée est donc un lieu d'hommage, de médiation, de réflexion, et avec la journée de commémoration de résistance face à l'esclavage, ces retrouvailles restent un grand événement dans l'agenda de ce lieu qui abrite le Centre international des mémoires, tourné résolument vers l'avenir. On a eu l'occasion d'interagir comme on a eu l'habitude de le faire avec les étudiants et les élèves, puisque nos cibles sont les cibles jeunes. Aujourd'hui, on a senti qu'au Sénégal, qu'il faut travailler avec les enfants, il faut travailler avec les jeunes pour bâtir le Sénégal de demain. Donc au menu, ce qui nous a le plus intéressé, c'est qu'on a revu la partition de cette jeunesse sénégalaise africaine dans cette construction de l'Afrique du futur. Il s'agit de conscientiser les jeunes sur cette tragédie qui est l'un des rares traumatismes universels qui hante toujours l'inconscient collectif des peuples noirs. Malheureusement, tous les Sénégalais, tous les Africains ne le comprennent pas de la même manière. Et vous avez pu le constater. C'est vrai qu'à un certain niveau de l'État, on aimerait que la participation soit élevée et que le chef de l'État lui-même, président Macky Sall, soit présent dans la prochaine commémoration ici au Sénégal. Nous sommes très contents de ce projet parce que ce projet nous permet de nous remémorer en fait ce qui s'est passé dans le passé et nous conscientiser, nous jeunes, à changer l'avenir, à réparer peut-être les erreurs, pouvoir contribuer au cours des choses et donner notre participation. En sus du mémorial de Gorée, d'autres initiatives vont accompagner ce projet pour encourager les descendants des esclaves à visiter l'Afrique. Nous donnerons l'occasion aux enfants et aux descendants des esclaves de revenir et installer en Afrique, et aussi par cette porte, ils seront fiers. Ces histoires se poursuivent aujourd'hui tandis que les peuples du monde entier luttent ensemble contre l'empreinte la plus durable de la traite transatlantique. Aujourd'hui, on parle du racisme. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, comme d'habitude, vous aurez Pape Cheikh Diallo dans Quartier Général avec toute son équipe. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellent week-end. À demain, Inch'Allah.